Alors, dans le cancer, il y a un moment qui est un moment crucial, qui est un moment difficile, un moment compliqué. C'est l'annonce du diagnostic. Alors, je vais demander au docteur Odile Dan de me rejoindre sur scène et à Monique Emery qui s'est relevée d'un cancer du sein et que j'ai reçu dans l'émission Capital Santé. Asseyez-vous toutes les deux, hein. C'est pas de la prise de parole, hein, ça va être une conversation. Donc l'annonce du diagnostic, c'est souvent, c'est encore, même si on a fait des progrès dans le traitement du cancer du sein, c'est encore souvent vécu comme une sentence. Alors j'allais dire comment il faut l'annoncer, comment on le reçoit, quel progrès à faire. Comment vous l'avez reçu, vous, Monique? Comment ça s'est passé? Alors, la règle du jeu, c'est qu'on essaie d'être assez bref. Hein, on a un quart d'heure pour parler ensemble. Hein. OK? Allez-y. Comment je l'ai reçu? Je pense que ça dépend aussi du cancer pour lequel vous allez être atteint. Lorsque vous allez juste pour une analyse de sang, vous êtes fatigué, vous revenez avec votre analyse de sang, vous n'y voyez rien. Vous ne savez pas si vous avez un cancer ou pas. Donc là, c'est le médecin qui vous l'annonce. Quand vous allez passer une mammographie, là, c'est l'examen qui vous le dit. Donc, vous savez, avant que le médecin vous ait dit « Bon, alors maintenant, c'est votre tour », vous le savez déjà. Donc, comment vous le savez déjà? Il y a bien quelqu'un qui vient avec le résultat de la radio, quand même, qui... Ah non, vous passez 3 clichés par sein lorsque vous faites une mammographie en général. Et puis, quand vous êtes arrivé à 4, vous faites « Où ?» Vous arrivez à 5, vous dites « C'est mon tour », et à 6, vous dites « C'est confirmé ». Et quand on vous fait le deuxième et que vous allez aussi à 6, vous savez que c'est les deux. Puis après, on vous confirme par une échographie, puis c'est vous qui l'annoncez à votre gynécologue. Mais je pense que c'est spécifique au cancer du sein. Hein. C'était il y a combien de temps, ça? Il y a 6 ans et demi. 6 ans et demi. Vous avez déjà annoncé des diagnostics de cancer? Odile, prenez un micro. Comment... Alors moi, j'ai exercé pendant 35 ans en milieu hospitalier. Dans le tout début, l'annonce du cancer ne se faisait pas. Le cancer tuait tous les patients et donc le médecin, dans sa fuite devant cette vérité, n'osait pas donner le diagnostic. Le médecin n'était pas très bavard à cette époque et le patient était assez inhibé, assez en rétraction, donc c'était plutôt la famille qui était informée. On pensait à l'époque que le malade allait mal supporter la vérité. Donc le média, c'était la famille. Plutôt. On en parle à la famille et la famille va faire passer la pilule. Oui, mais elle n'y arrive pas. Ou la famille dit, il ne faut pas lui dire, il ne va pas supporter. En fait, c'est la famille qui ne supporte pas. Voilà, on le sait maintenant. Bon, l'évolution s'est faite ensuite très favorablement. Le pronostic du cancer s'est beaucoup amélioré. Les relations médecin-malade en consultation ont évolué avec les changements de la société. Mai 68, la vulgarisation de la médecine par les médias. Et puis l'arrivée d'une spécialité qui s'appelle la cancérologie et de cancérologues qui nous ont vraiment poussés à dire la vérité aux patients parce qu'on se rendait compte que plus le patient était au fait de son diagnostic, meilleure était son adhésion au traitement et la collaboration avec les équipes soignantes. Sauf que la vérité, c'est le médecin qui doit la donner. Or, le médecin ne sait pas annoncer une mauvaise nouvelle, globalement. Et donc, il va utiliser des processus de défense qui vont le mettre à l'abri de la douleur de l'annonce. Mais ça ne met pas du tout le patient à l'abri de la douleur. Le médecin, il adopte le principe soit de la fuite, soit de l'annonce abandon. C'est-à-dire qu'on déclare le diagnostic, et puis on s'en va. C'est-à-dire qu'il y a une consultation très courte, une présence très courte au lit du patient, et de la même gestion de l'angoisse, c'est l'annonce dans le couloir, c'est l'annonce au téléphone. Tout ça, ça relève un petit peu du même processus. Et je ne sais pas annoncer cette mauvaise nouvelle. C'est valable aussi d'ailleurs pour les maladies graves et les maladies chroniques autres que le cancer. Et donc, les patients ont dénoncé cette incapacité ou cette fréquente incapacité du médecin à annoncer correctement le diagnostic. Donc, le choc du diagnostic était amplifié par le choc de la modalité d'annonce. Donc, on a beaucoup travaillé, toutes les personnes que j'ai citées ont travaillé, ainsi que nos instances, la Ligue, toutes les sociétés qui s'intéressaient au cancer. On va voir comment vous avez travaillé, mais je voudrais juste réagir. On va voir comment vous allez travailler. Faire réagir Monique. Comment vous auriez, vous, dans l'idéal, on n'a jamais envie qu'on nous annonce un cancer, mais comment vous auriez aimé que ça se passe? D'abord, j'aurais voulu être incluse dans l'affaire, mais j'ai un peu eu ce test-là parce que
quand on vous annonce votre cancer, après on vous fait un panel d'examens. Et donc là, vous vous dites, ça y est, ils vont trouver autre chose. Et je suis allée passer une échographie du foie, et là, je voyais la fille qui est en train de tourner, puis qui tournait, puis qui... À la fin, je lui dis, vous tournez l'écran aussi, parce que si ça me concerne, si vous pouviez me dire ce que vous... En fait, vous avez vous aviez envie d'être incluse dans... c'est de moi dont il est question, quand même. Je veux bien qu'on m'applique une science, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même moi qui dois réagir s'il y a un moment, dire il faut prendre le taureau par les cornes, c'est quand même moi qui vais le prendre, hein, parce que le médecin, il applique, il vous dit, vous prenez ça, mais après, il faut que vous soyez en phase avec le traitement. Alors, est-ce que tout le monde, Monique, elle avait manifestement envie d'être acteur, actrice de sa maladie? Est-ce que tout le monde est capable d'être acteur, actrice? Est-ce qu'on n'est pas parfois complètement abasourdi Aujourd'hui, on fait le constat qu'il n'y a pas de recette unique pour annoncer un cancer, que le moment de cette annonce, c'est un moment privilégié, c'est un entretien entre un patient qui est stressé, qui est inquiet, puis ensuite très choqué quand il apprend, et un médecin qui n'est pas à l'aise, comme je vous l'ai dit, mais qui a progressé, je crois. Il a été mis, dans le cadre du plan cancer, le premier 2003-2007, un dispositif d'annonce. Normalement, la Ligue distribue des petits livres, mais je crois que le petit livret est épuisé et qu'ils ne l'ont pas réimprimé. En tout cas, ce dispositif d'annonce, il est sur Internet, il est disponible à la Ligue, et il suppose un temps de consultation très long, et c'est là-dessus surtout que le dispositif progresse. Et puis, par ailleurs, on insiste sur les progrès que doit faire le médecin sur le maniement de ces mécanismes de défense. On doit s'adapter à la demande du patient. Lorsque, en consultation, moi, j'exerçais la gastroentérologie, donc je faisais une coloscopie, je faisais des biopsies sur une lésion très suspecte, et avant que le malade quitte l'hôpital, je lui disais, on arrivait à parler assez facilement, il me disait, est-ce que ça pourrait être un cancer? Donc le mot cancer était prononcé, ça c'est important, parce qu'on a toujours beaucoup de peine à prononcer ce mot. Je ne sais pas si vous avez circulé dans une unité de soins, c'est rare qu'on voit écrit service de cancérologie. C'est marqué service d'oncologie. Et donc, on est toujours en souci pour prononcer justement, ce mot. Au niveau sémantique, c'est quoi la différence l'oncologie, c'est les tumeurs. Okay. Mais les cancérologues ne soignent pas les tumeurs bénignes. Donc, l'oncologie, c'est une façon déguisée de dire cancérologie. C'est du politiquement correct pour vous dire vous avez un cancer. Voilà. Et donc, il y a les patients qui ressemblent à ce que Monique a dit, c'est-à-dire ils arrivent en consultation. Vous m'avez fait des biopsies, vous m'avez dit qu'il y avait peut-être un cancer. Est-ce que vous confirmez ce diagnostic? Donc là, on va s'engager un peu plus facilement dans une relation d'explication. En fait, elle vous facilite le travail, Monique, en disant, bon, allez, moi je pense que j'ai ça, vous confirmez ou pas? C'est un QCM. Et parfois, après une heure, trois quarts d'heure, une heure de consultation, on n'a toujours pas avancé. Le patient, dans la même situation exactement, nous dit, vous avez les résultats. J'espère que vous n'allez pas m'annoncer une mauvaise nouvelle. Et donc là, on a un sacré travail à faire pour repartir sur la tumeur maligne. On peut revoir le patient une deuxième fois, aussi longuement, pour essayer de... Alors, il y a le diagnostic, et puis, après, il y a la bataille contre la maladie. Et vous en êtes bien sorti, manifestement, Monique. Mais ensuite, il y a la peur de la récidive. Donc, il y a encore d'autres examens, d'autres échéances, et donc d'autres diagnostics qu'on va vous annoncer. Alors là, on est quoi? On est habitué? D'abord, on ne s'habitue pas, parce qu'on n'a quand même qu'une vie dans l'immédiat. Bien sûr. L'avenir, je ne le connais pas. Mais je me souviens être arrivée mon premier rendez-vous avec l'oncologue, et puis il me dit, donc je vais vous donner peut-être que vous aurez de la chimiothérapie, peut-être que vous aurez de la radiothérapie, et peut-être que vous aurez de l'hormonothérapie. Ça, c'est d'abord l'intervention. Et là, je lui dis, vous ne pensez pas que si vous m'enlevez les ovaires, on aura réglé tous les problèmes? Oui, mais moi, j'ai eu l'ablation des deux seins. Donc ça, c'était fait, on savait. Mais j'ai dit, si on enlevait les ovaires? Il me fait, vous ne voulez pas aussi qu'on vous lobotomise? J'ai répondu, peut-être pas le cerveau. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment, vous vous dites, allez, on va se mettre bien au carré, bien tranquille. Et puis non, en fait, il m'a dit, non, on va vous donner les traitements qu'il faudra. Et bon, moi, j'ai pas eu de chimiothérapie, j'ai pas eu de radiothérapie, j'ai eu que de l'hormonothérapie. Alors, et les visites de contrôle, comment ça se passe? Vous y allez On y pas. pense combien de temps avant? Ah non, d'abord, je m'angoisse pas parce que je n'y peux rien. Je peux rien changer. Donc le film, il est tracé. Vous vivez votre film et puis vous verrez bien ce qui se passera. Et en fait, que vous pensez qu'on ne peut pas se battre contre le cancer? Il y a des cancers qui gagnent, il y a des cancers qui perdent.
et on n'y peut rien. Non, moi je pense que à l'instant où vous faites diagnostic, où vous êtes du bon côté ou du mauvais côté. Et vous aurez, si vous êtes sur la lame, on vous fait le bon traitement, vous reviendrez dans le bon sens. Si vous êtes sur la lame et que le traitement ne fonctionne pas, vous basculez de l'autre côté. Et je suis... c'est votre sentiment. Ah oui, c'est vraiment mon sentiment. C'est votre sentiment. Je veux dire, après, on n'est plus dans le... j'aimerais bien que vous réagissiez quand même. Venez nous rejoindre. Parce que vous êtes dans la pratique encore aujourd'hui. Et donc, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport à tous les progrès, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Monique? Je suis du bon, je suis du mauvais côté. Alors, je précise que je ne suis pas dans le soin, au sens où ça fait bien longtemps que je fais plus de chimiothérapie et de choses comme ça, mais par contre, je suis souvent dans nos consultations de génétique, sont souvent des consultations de post-annonce. C'est-à-dire qu'effectivement, on vit au quotidien ce que vous rapportez là. C'est-à-dire que des personnes qui disent qu'il y a une inquiétude qui s'est matérialisée, qui s'est précisée au fur et à mesure du temps. Ce qu'on constate également, c'est qu'il y a un besoin de passer plusieurs fois la même information. C'est-à-dire que quelle que soit la mauvaise nouvelle, à partir du moment où on l'a donnée, et surtout à partir du moment où elle est redoutée, il y a une sorte d'immobilisation de toutes les facultés de la personne qui fait que quoi qu'on dise derrière pendant 5 minutes, 10 minutes, elle ne va rien retenir. Et ça, on le sait, et on n'en veut surtout pas, bien évidemment. Mais par contre, c'est à nous de nous adapter pour que l'information se passe bien. Après, on passe notre temps à dire que chaque cas est particulier. Et que, bien sûr, il y a des personnes qui sont très curieuses, qui cherchent à avoir de l'information en lui disant « mais quelle est la probabilité que… » Et à chaque fois, la première réponse, c'est de dire ce sont des probabilités. Les probabilités, c'est fait pour marcher sur un grand groupe de personnes. Vous êtes un cas unique, voilà. Dans votre cas, compte tenu de tous les paramètres, on vous recommande et on pense que la meilleure manière de vous traiter, c'est telle chose. Est-ce que ça va être extrêmement efficace ou pas? C'est une sorte de pari, effectivement, de dire on fait de la chimiothérapie, on n'en fait pas, ça se décide sur un certain nombre de choses. Et alors, après cette annonce de diagnostic, lors d'un examen ou à l'hôpital, ensuite, il y a des associations aussi. Vous travaillez, Odile, avec PSVO, Plan Santé Val d'Oise. Enfin, PSVO, en principe, est dans la prévention. Oui. Donc, on s'adresse à... Il y a des psychologues aussi là-bas qui travaillent. Mais la source vivre aussi. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui se passe à l'hôpital. Les patients, au moment de l'annonce, sont pris en charge par une équipe qui collabore. Et dans cette équipe, il y a des infirmiers, notre infirmier est parti, qui ont une place très importante dans le soutien qu'on apporte aux patients dès l'annonce diagnostique. Et d'autre part, je crois que tout au long de la maladie du cancéreux, il y a des annonces à faire. On lui annonce le résultat du traitement, le résultat du scanner, on lui annonce qu'il faut recommencer le traitement, on lui annonce qu'il faut lui refaire une coloscopie, etc. Tout ça, c'est des annonces qui doivent être faites dans les mêmes conditions de confort. Tout le monde n'a pas un patient qui arrive et qui règle un petit peu la solution. Les consultations, comme je vous le disais quand on s'est vu, doivent être faites entourées de précautions, dans une salle au calme, un médecin qui n'a pas le téléphone qui sonne toutes les 5 minutes. La présence du conjoint, elle est de plus en plus souhaitée parce qu'apparemment, le conjoint, il entend mieux les explications parce qu'il est moins choqué, mais de temps en temps, c'est le patient qui doit réconforter le conjoint. Ça arrive, mais tant pis, ça se fait comme ça. Et donc, il faut ensuite progresser pas à pas au fur et à mesure qu'on a l'impression que le patient progresse. Il ne faut pas faire des consultations le soir tard, parce que l'annonce du cancer juste avant la nuit, c'est pas bon. Il faut essayer en tout cas, d'écouter le malade et prendre du temps. Ensuite, dans la chambre du malade, c'est une autre situation. Le patient est couché, il n'est pas bien. S'il est hospitalisé, c'est que ça ne va pas. Et donc, l'annonce du cancer, on va le voir. Il faut être sûr que le diagnostic est fait. De temps en temps, on prend les devants en disant c'est peut-être un cancer, puis c'en est pas un. Donc, ce n'est pas la peine d'aggraver encore l'inconfort. Donc, il faut s'asseoir dans la chambre. S'il y a un voisin, il faut que le voisin soit absent. On éteint la télévision, on éteint le téléphone. On ne fait pas ça le soir tard non plus. Oh là là, tiens, j'ai les résultats, je vais aller lui donner. Puis il passe toute la nuit avec cette information. Donc plutôt ça le matin, en prenant le même temps que si c'est une consultation externe et en disant, si vous voulez, je peux vous revoir cet après-midi, éventuellement avec votre famille. Vous voyez, Et ça, moi, il me semble que c'est tout au long de la maladie, pour annoncer un scanner qui n'est pas bon, tout ça, ça doit se faire. Et il y a le facteur temps qui joue. Et aujourd'hui, mes collègues cancérologues avec lesquels j'ai envie de discuter, ils disent qu'ils sont pris par le temps. Vous parliez de la consultation post-annonce. Le dernier cancérologue avec qui j'en ai parlé m'a dit qu'une fois sur 2, moi j'ai vu le patient, j'ai fait un courrier où j'ai inscrit ce que je lui avais dit. Une fois sur 2, il dit au cancérologue, on ne m'a rien dit.
Donc cette annulation, elle est très présente. Et voilà. Et vous savez, Odile, il n'y a pas que les cancérologues qui sont pris par le temps. Un mot de conclusion à chacun. On pourra en parler des heures de l'annonce du cancer. Et on laissera le mot de la fin à Monique, quand même, qui est une preuve vivante qu'on peut se relever d'un cancer et avoir la pêche. Oui, je pense que dans le dispositif d'information et d'annonce, il y a le facteur temps du diagnostic de certitude qui lui est apporté par la biopsie, un résultat. Et c'est là où vraiment on a tous à travailler pour raccourcir au maximum ce temps-là. Avoir 3 semaines avant d'avoir un résultat d'une biopsie qui a été faite, c'est quelque chose de pas tolérable et il est indispensable qu'on puisse s'organiser pour ça. Bien évidemment, il se dit j'ai forcément un cancer, et puis quand même dans beaucoup de cas, c'est pas un cancer. Donc l'image ne fait pas tout et ne dit pas tout. Odile, un dernier mot, et après la conclusion à Monique. Qui prouve que l'humanité est assez constante. Celui qui annonce le cancer, de toute façon, il va être mal vécu, même si ses efforts soient bien faits. Et je signale que dans l'Antiquité, quand un messager amenait une mauvaise nouvelle, on le tuait. On le tuait. Voilà, donc c'est pas une solution. Donc, tuons tous les autres. Enfin, moi, je suis personnellement, je suis en retraite, donc je risque rien, mais sait-on jamais. On va les encourager à se reproduire. Effectivement, il y en a que 600, les oncologues, avant de les tuer. Alors, merci. Monique, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est quand vous dites « c'est relevé ». Pour se relever, il faut déjà s'être couché. Je ne me suis pas couchée. Ça, c'est un très beau mot de la fin. Voilà, on applaudit Monique.